swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur après cette interruption qui ne sera pas coupée au montage. Alors mon cher Rust, on va s'intéresser aujourd'hui à Jorge Masvidal et au contrat UFC. On vient de faire une séance de sport, donc c'est pour ça qu'on se tient assez éloigné parce qu'on pue la mort. Ça va. Je préviens surtout pour moi. Là, j'ai une vidéo. Mais je crois pas que ça t'intéresse. Non, exactement. Non, bon, ne partons pas dans notre digression. Alors, pour les contrats UFC, ça faisait un moment qu'on voulait en parler. Et là, on a reçu pas mal de questions sur Jorge Masvidal en particulier. Parce qu'il y avait John Jones, mais là, c'est vrai que le cas de Masvidal, on va dire, est le plus intéressant. Car il y a eu des répercussions concrètes sur son mal-être. Par rapport à son contrat UFC, on rappelle, il devait affronter Kamaru Usman lors de l'International Fight Week de juillet. Donc, le 11 juillet. Finalement, c'est Gilbert Burns qui est beaucoup plus, on va dire... moins cher. Moins cher, tout simplement. Moins cher avec l'UFC, ouais. Qui hérite du title shot. L'UFC a bien entendu essayé à la dernière minute d'avoir Masvidal en proposant exactement la même somme que ce qu'il avait touché contre Ned Diaz, donc à savoir 500 000 plus des points de pay-per-view. Mais Jorge Masvidal a dit, il y a eu trop de dommages qui a été fait, vous n'aviez qu'à proposer ça dès le début. Et on aurait pu faire affaire tranquillement, mais sauf que l'UFC a fait ça un peu à la dernière minute en mode c'est quand même mort pour Masvidal, et lui il est quand même resté fidèle à lui-même, donc finalement c'est Burns qui hérite de tout ça. Alors mon cher Rust, est-ce que Masvidal peut quitter l'UFC? Parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent ça, ils ont qu'à partir. John Jones, Masvidal, il y en a pas mal qui nous ont dit John Jones n'a qu'à aller au NFC, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, et avant juste de commencer ça, le contrat d'exclusivité, on peut dire aussi que moi, je pense que ça fait partie des techniques de négociation de l'UFC que, au dernier moment, quelques jours avant, quelques semaines avant, de dire, on peut te filer ça, on peut te filer 500 000 plus les pay-per-view, comme avant. Sinon, il l'aurait proposé, j'imagine, depuis un bout de temps. Donc, c'est juste que là, il savait qu'il y avait beaucoup plus de chances que Masvidal puisse dire, non, j'ai pas assez de temps de préparation, il fallait le mettre depuis le début. Ouais. Et ça leur permettra dans le futur de dire non mais attendez, entre guillemets, de réécrire l'histoire, si on peut dire, parce qu'ils pourront dire ah non mais attendez, nous on lui avait proposé ça, on t'a proposé 500 000 plus machin comme avec Nedia, c'est toi qui as dit non, et ça leur fait un levier. C'est brillant, hein, c'est la négociation, mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas des accidents. Complètement. Et du coup, pour revenir effectivement en fait à ce qu'on appelle le contrat d'exclusivité en fait de l'UFC. Ça, c'est donc une partie de leur contrat général, de leur contrat total, et c'est un article qui dit effectivement que tu n'as pas le droit d'aller combattre pour qui que ce soit d'autre que l'UFC tant que tu es sous contrat avec l'UFC. Et c'est le cas, bien évidemment, pour d'autres organisations aussi, avec plus ou moins de flexibilité. Ouais, par exemple, il y a Glory, je crois qu'ils étaient assez permissifs. Je sais pas si ça a changé, mais en gros... Glory ou NFC aussi, où les combattants du ONE-FC peuvent être dans d'autres organisations de P-Point qui ne sont pas en compétition directe avec le ONE-FC. Donc, par exemple, Petrosyan, une fois qu'il a fait son combat au ONE-FC et qu'il a remporté le tournoi contre Sami Sana, il peut faire un combat local chez lui en Italie, remplir une salle. Et bien évidemment, c'est pas une organisation majeure comme le Glory. Ouais, et il me semble même, alors après c'est parce que ça je crois que c'est de la copromotion, mais après ils font aussi des trucs avec le Rising, le ONE-FC. Oui aussi. Mais c'est un truc que ne fait pas ou quasiment pas l'UFC aussi en fait. Ils l'ont fait avec le Pride, avec Rico Rodriguez et Chuck Liddell, mais comme il y a eu des petites entourloupettes de la part apparemment des mecs du Pride, c'est ce que disait Dana White, du coup les copromotions ils sont pas très chauds. Ils ont fait évidemment le truc avec Mayweather et McGregor, mais c'est extrêmement rare en fait. Complètement. Faut vraiment qu'il y ait une très très bonne raison pour l'UFC d'accepter une copromotion. Donc pour Mayweather-McGregor, on va pas vous faire de dessin. C'est même pas d'ailleurs une copromotion, c'est surtout McGregor. Et là on peut en parler d'ailleurs de ça. De le cas Mayweather-McGregor, c'est exactement un article du contrat UFC où tant que vous êtes lié à l'UFC peut utiliser votre nom et tout ce que vous faites pour justement que récupère de l'argent, parce que le fait que ce soit copromotion avec l'UFC Mayweather-McGregor, à aucun moment sur les posters c'était marqué UFC. Ouais. Il y avait uniquement McGregor, mais comme McGregor était avec l'UFC, Ouais, donc ils ont dû négocier une partie des revenus, etc. Complètement. Sachant que Manny Pacquiao, je crois qu'il avait gagné entre 160 et 180 millions contre Mayweather, et McGregor c'était 100 millions, donc vous imaginez à peu près la part que l'UFC a récupérée. Oui, on se doute qu'ils sont à l'abri pour l'hiver, y a pas de problème. Et d'ailleurs, pendant le cadre du contrat, ils peuvent aussi faire usage de votre surnom, n'est-ce pas mon cher Rust? Eh oui, absolument. Et ça, c'est quand même un truc qui est assez ouf, et c'est toi qui m'as expliqué que... Donc,
En fait, il possède tout des combattants. On va revenir à Masvidal, Alors, mais il possède tout. jusque-là. Ah, Genre, ouais, bah, ouais, non, mais non, quand même pas. à ce point-là, mais disons que votre surnom, votre nom et prénom, votre image, après ce qu'ils appellent likeness, on n'a pas trop su dire ce que c'était. Tout ce qui est persona, c'est-à-dire un peu la personnalité, le caractère, etc. Il possède tout ce qui a trait à votre marque, en fait, ce qui vous fait vous. Et à contrario, le combattant ne peut pas faire usage de ce qu'apporte l'UFC, comme le logo, la ceinture, dans ses autres activités. C'est ça, c'est vraiment une composante du contrat, en fait, c'est que c'est très à sens unique. Ouais. C'est l'UFC qui s'y retrouve et en fait, le combattant n'a quasiment aucune marge, en fait, pour faire quoi que ce soit. Sauf en cas de partenariat mutuel entre l'UFC, par exemple Monster. Oui. Monster qui est partenaire de l'UFC, donc qui permet à Tyron Woodley ou Daniel Cormier d'arborer leur titre de champion dans les promotions de Monster, parce que là, évidemment, il y a un contrat mutuel entre les trois organisations. Et quand il n'y a pas de contrat mutuel, on l'a vu avec John Jones, par exemple. Avec Boo Hooman. Voilà, la fameuse. Et en gros, tu peux mettre ta ceinture de champion, parce qu'il faut montrer que tu es champion UFC, mais comme il y a ces histoires de droit et que tu n'as pas le droit d'utiliser quoi que ce soit si ce n'est pas en accord avec l'UFC, ou que tu es un partenaire, du coup, en fait, il a sa ceinture, sauf qu'ils ont flouté un petit peu UFC, donc il n'y a pas marque UFC, ils ont flouté les petites marques reconnaissables. Donc en fait, ça ressemble à une ceinture UFC. Une plaque. C'est Louis Vuitton, tu vois. Et du coup, voilà. Et ce qui était arrivé donc avec McGregor, qui avait voulu lancer, c'était une chaîne de vêtements Notorious. Non, c'était pour le Proper 12, mon cher. Il voulait appeler ça Notorious. Oui. Notorious Whisky, et il n'a pas pu. Parce que donc, c'est l'UFC qui possède le surnom Notorious des combattants. Après, je sais pas si c'est possédé, mais je pense que tant qu'elle, c'est ce qu'on avait, parce que nous avons la chance, Rust a la chance d'avoir dans son cercle des gens très initiés au niveau de la loi et du droit. C'est que justement, c'est surtout au niveau de l'usage, ce qui est écrit dans le contrat, c'est que l'UFC peut bénéficier de l'usage du nickname du combattant. Donc je pense qu'il se serait récupéré un petit pécule sur chaque bouteille vendue. Ah oui, et c'est ça qu'a dû dire McGregor, non. Et je pense qu'il s'est dit, je vais peut-être tout garder pour moi pour cette fois. Ouais. Oui, puis Proper 12, c'est cool aussi. Hein. Complètement. Mais voilà, et c'est vrai que tout ça pour dire qu'en fait, tout ça finalement pour revenir au fait que les contrats de l'UFC, c'est des contrats très rigides et qui sont vraiment à sens unique pour l'UFC. Et quand tu es un combattant et que tu veux partir de l'UFC, par toi-même, t'as quasiment aucun moyen en fait. Ouais. Il y a ce contrat d'exclusivité et si jamais vous voulez mettre un terme au contrat, vous tout seul en tant que combattant UFC, vous pouvez pas en fait. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que quand Dana White dit vous êtes des contracteurs indépendants, des indépendants contracteurs, en fait c'est pas vrai. Non, ils sont totalement dépendants et pieds et poings liés à l'UFC. Et dans les contrats UFC, en tout cas, c'est stipulé que si jamais mais c'est l'UFC qui veut mettre un terme plutôt à un contrat que ce qui n'était prévu, un contrat, elle peut. Et alors, il y a plusieurs instances. C'est soit, à partir du moment où tu as perdu un seul combat, ils peuvent te virer n'importe quand, mais quand ils veulent. À partir du moment où... Et si tu as gagné ton dernier combat, si c'est à la fin du deal, bien évidemment, là aussi, ils peuvent y mettre fin. Ouais, absolument. Et tu peux... Alors, les seules manières aussi, donc tu pourrais théoriquement... Donc, eux pourraient raccourcir le contrat, c'est si jamais... tu as des histoires de visa, de machin, apparemment, si vraiment ils veulent, ils peuvent te virer si jamais... Tes visas ou tes papiers, tes documents ne sont pas conformes ou ne sont pas machin, ils peuvent te virer. Ils peuvent aussi te virer ou raccourcir le contrat si jamais tu as des problèmes avec la loi. Et en fait, il y a plusieurs trucs comme ça. Donc ça leur permet, eux, d'avoir le moyen, quand ils le veulent, et c'est ce qui s'était passé par exemple avec Taylor Lapillus, qui avait un bon bilan à l'UFC, et il était 3-1 quand même, et il l'avait quand même entre guillemets viré, parce que probablement comme il n'y avait pas encore l'UFC en France, comme il n'y avait pas encore, pour eux ça n'avait pas encore suffisamment d'intérêt au niveau marketing. Exactement. Et du coup ils avaient décidé, alors qu'il avait un bon bilan c'était positif, uniquement ça, il n'y avait pas du tout de raisonnement sportif derrière ça. Ouais, parce que en plus il était hyper jeune à l'époque, prospect bantamweight et tout ça, donc voilà. L'UFC, à n'importe quel moment, et les conditions, c'est vraiment pas épais à partir desquelles ils peuvent le faire, peuvent vous virer en fait. Ouais. En revanche, en tant que combattant, vous n'avez aucun moyen, vous tout seul, de mettre fin au contrat. Vous êtes totalement lié. Complètement. Et même pendant jusqu'à un an après la fin du contrat, l'UFC peut égaler n'importe quelle offre extérieure. Donc là aussi, l'UFC se réserve le droit de vous maintenir ou non. Parce que si par exemple on prend
je sais pas moi, un combattant qui... Enfin, tout ça pour dire que tous les combattants qui quittent l'UFC, c'est parce que l'UFC a bien voulu qu'ils partent. Et on peut penser à Mighty Mouse, bien évidemment, Dimitri Johnson, c'était un échange. Mais c'est vrai que... mais c'est vrai que des combattants comme, par exemple, Rampage Jackson, qui est parti au Bellator, c'est parce que le Bellator a proposé une offre et que l'UFC a fait, ça vaut pas le coup d'égaler cette offre-là. Ouais. Mais grâce à cette clause qui leur permet d'égaler n'importe quelle offre sur 1 an, ils peuvent, vous faire un petit peu poireauter, parce que vous êtes dans cette attente d'avoir l'offre et de dire ce que l'UFC va faire, mais aussi eux, ils gardent la main là-dessus. Ouais. Et on a vu que ça posait énormément de problèmes parce que, enfin, ça c'est le fait que l'UFC décide ou non s'ils veulent égaler les offres. C'est ce qu'ils avaient fait aussi avec Rory McDonald, je crois. Complètement. Et donc voilà, c'est simplement ça. C'est vraiment eux qui ont toutes les cartes en main en fait. À n'importe quel moment, c'est eux qui décident est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Ils ont tout le jeu, ils ont tous les pions en fait. Ouais. Et mais d'un point de vue business, c'est superbe et ça montre aussi toujours, mine de rien, que l'UFC est la première organisation et de très loin et qu'il n'y a personne qui arrive à véritablement les challenger. Ouais. Mais effectivement, ça pose des énormes problèmes. Il y avait eu tout un bail avec Randy Couture, et c'est pour ça, pendant toute une période, il n'avait pas combattu parce qu'il avait un problème avec l'UFC, qu'il avait un problème avec... Et même aujourd'hui, il n'est pas copain avec Dana White. D'autant plus avec ce qu'il a fait avec son fils, ce que Dana White a fait avec le fils de Randy Couture. Donc, enfin... C'est pas les premières fois qu'il y a des véritables grosses disputes au niveau des contrats. Et il y a par exemple, Mark Hunt, c'est encore autre chose. Oui, mais Leslie Smith, qui a le projet Spearhead, qui essaye là de faire un peu de lever de terre son projet d'union de combattants. C'est quasiment impossible, parce que pour que ça se fasse, de toute façon, il faudrait qu'il y ait de vrais superstars qui prennent part au projet. Et c'est ce qu'elle disait. Elle avait espoir qu'avec Masvidal, donc John Jones, Cerudo, et il y a un quatrième, j'ai oublié qui c'était. John Jones, Masvidal, Cerudo et Nate Diaz ou Connor, bien sûr. Elle avait espoir que ça se lève un petit peu. On a vu malheureusement dans l'ancienne association, donc c'était la MMAAA. Avec Georges Saint-Pierre, TJ Dillashaw, Cain Velasquez, Tim Kennedy. Donc il y avait du lourd en fait. Il y avait toutes les stars. Et puis à partir du moment où il y avait Cowboy Cerrone. À partir du moment où il y avait toutes les stars, normalement on s'était dit c'est bon là, c'est bon. Ouais. Là il y a l'union, le syndicat des combattants, ça y est, on le tient. Et tout le monde a soigneusement renégocié son contrat. C'était ridicule. Et c'était terminé. Enfin, je veux pas juger, j'aurais peut-être pas la force de caractère de dire non plus, c'est clair, on peut pas les juger. Ce qu'ils voulaient, c'était être mieux payé. L'UFC, divisé pour mieux régner, ce qu'elle a fait pour foutre à la poubelle cette MMA, maintenant, les t-shirts, les trucs comme ça, MMA, enfin, on vous donne du fric pour vous les acheter, pour que vous les preniez, quoi. C'était fantoche, quoi. Et voilà. Et la manière dont l'UFC a procédé, c'est que, à partir du moment où il y a eu ce groupement de combattants, TJ Dillashaw, il était pas content parce qu'il voulait un combat pour le titre, l'UFC lui a filé. Georges Saint-Pierre était pas content parce qu'ils ont surtout augmenté son salaire. Ah, TJ il a pris 100 000 de plus pour le combat contre Lineker à l'UFC 207. Bonus de vestiaire. Donc l'UFC, a glissé le billet sur la table. Et voilà, et les combattants l'ont pris, et c'est compréhensible aussi, mais c'est vrai que c'est dommage dans l'optique de créer quelque chose, parce que du coup, ça veut dire qu'on remet encore une fois, les cartes étaient remises à zéro après que la MMA soit partie à la poubelle. Exactement. Et c'était pour ça, en fait, tous les combattants, et c'est ce qui fait, c'est le problème, le nœud du problème, c'est qu'en fait, c'est ce qui s'est passé à la MMAAA, c'est symbolique en fait. Ouais. Les combattants, c'était pas vraiment pour les autres combattants en fait qui voulaient former une union. C'est parce qu'ils avaient un problème, parce qu'ils n'étaient pas contents par rapport à la situation. À partir du moment où elle a été améliorée, ça y est, il y avait plus rien qui tenait en fait. Complètement. Et malheureusement, je pense que ce sera pareil là dans ce cas-là pour les Conor McGregor, les Masvidal et John Jones. Je serais très étonné, et j'espère qu'on se trompe, mais je serais étonné que du coup ils se disent c'est le moment d'adhérer, de créer un projet commun, etc. C'est clair. Parce que ils pensent à leur carrière, ils pensent à Et complètement. Et donc tout ça pour revenir à Masvidal effectivement et dire que donc pour ceux qui disent il n'a qu'à se barrer, c'est tout simplement il est contractuellement impossible. Il est contractuellement obligé de rester avec l'UFC. Et même s'il prend sa retraite. Si vous prenez votre retraite, de toute façon l'UFC c'est soit en nombre d'années, soit au nombre de combats. Donc si vous prenez votre retraite, le contrat est gelé. Ça veut dire que vous pouvez revenir 15 ans après, ce sera exactement le même contrat. Et de toute façon, il y a aussi le fait que l'UFC propose à chaque fois des combats. Ils doivent proposer, je crois, c'est au minimum 3 combats par an. Ouais. Donc tant qu'ils vous proposent des combats et que vous refusez, par exemple on prend l'exemple des frères Diaz qui ne sont pas à la retraite, mais ils reçoivent des propositions tous les 2-3 mois. Donc chaque fois qu'ils reçoivent des propositions, si vous voulez, le contrat continue. C'est seulement si l'UFC arrête de leur proposer des combats,
que là, on avance et ils peuvent éventuellement être libérés de leur contrat. Mais bien évidemment, ça n'arrive jamais parce que l'UFC propose toujours des contrats. D'ailleurs, vous le voyez, Nate Diaz, il avait eu Tyron Woodley, il y avait eu Jorge Masvidal pour Nick Diaz, il y avait eu différentes options. Même Georges Saint-Pierre, à un moment, ils avaient réfléchi à un tournoi à 4 pour justement le titre lightweight. Enfin, il y avait plusieurs options. Donc, vraiment, l'UFC prend bien soin de verrouiller tout ça. Mais là encore, hein, honnêtement, je suis à leur place, ils ont raison, parce que ça leur permet vraiment d'asseoir leur domination, sachant qu'on le dit assez souvent, l'UFC c'est quand même un sport où, ok, il y a la marque qui est importante, donc l'UFC, mais vous voyez très bien avec l'événement Jessica Eye contre notre cher... Calvillo. Oui, Calvillo. Oui, je pensais à Aguilera. Oui, Aguilera. Ouais. Ça aurait pu, mais il y a les noms des combattants, mais il y a aussi la marque. Et si un Bellator venait avoir une superstar, par exemple, un Nick ou un Nate Diaz, évidemment que ça deviendrait directement un gros concurrent pour l'UFC. Donc ils ont tout intérêt à maintenir tout le monde comme ça, même des Masvidal. Un Masvidal qui arrive par exemple au ONE FC ou même au World Series of Fighting, au PFL, ouais. Ça ferait énormément de bruit. Donc ils ont tout intérêt à verrouiller leur roster pour être sûr que personne ne parte. Enfin, dans les personnalités bien évidemment intéressantes. Et encore une fois, parce que là j'étais en train de me dire, ça se trouve, il y a des gens qui vont nous dire, mais du coup, ok, par exemple, en fait, évidemment, ils le feraient pas, mais ce que pourrait faire Masvidal, c'est faire une connerie au niveau, enfin, tu sais, rapport à la loi, genre péter un réverbère ou un abribus, j'en sais rien, enfin n'importe quoi. Ou ce qu'a fait Paul Daly. Ou ce qu'a fait Paul Daly, c'est-à-dire frapper Josh Koscheck après la cloche, un acte répréhensible aux yeux de l'UFC, de Dana White, et donc Dana White avait dit Paul Daly ne sera plus jamais à l'UFC, et il a été, donc le contrat terminé, et il a été viré. Ouais. Et, mais sauf que, encore une fois, ça ne s'applique pas à tout le monde. C'est pas comme ça, parce que par exemple, McGregor qui frappe des vieux, McGregor qui fait n'importe quoi, qui pète des bus, etc. L'UFC, il n'y a pas de problème. Il continue de le garder. C'est-à-dire que c'est. Mais voilà, c'est quand l'UFC décide que Thiago Silva, pareil. Quand Thiago Silva avait eu son truc où en gros, il avait menacé un gars avec un gun, etc. Parce que à ce moment-là, il avait plus autant de valeur aux yeux de l'UFC. Ils l'ont viré. Complètement. Mais des gars comme McGregor ou Masvidal, je pense que, les mecs, ils pourraient. Ou même John Jones. Ou même John Jones, ils pourraient éclater des. Exactement. J'allais dire des handicapés, mais c'était un peu violent. Non, éclater n'importe qui. Ils peuvent faire exactement n'impt quoi. Tant qu'ils ont une valeur pour l'UFC, c'est ça. Ils resteront à l'UFC. Enfin, moralement, ça peut être aussi répréhensible qu'on veut. Si l'UFC veut te garder parce que tu génères de l'argent, ils te vireront pas quand même, en fait. Mais là encore, c'est assez froid ce qu'on va dire, mais c'est tout à fait logique. Pour l'UFC, même John Jones qui peut être encombrant, même un McGregor qui a été encombrant à certains moments, s'il part, évidemment qu'il va continuer à combattre, pour eux, c'est terrible parce que vous avez directement, vous gonflez la concurrence. Ouais, donc ils peuvent pas se permettre, entre guillemets, quoi. Et donc voilà, tout ça pour dire, Masvidal ne peut pas partir tout simplement. À l'UFC. Et on pense avec Russ qu'ils se mettront d'accord avec l'UFC sur une petite revalorisation ou un très gros combat pour que tout le monde soit d'accord. Ouais, voilà, oui, probablement. Ouais. Voilà. On a fait le tour. Néanmoins, ce qui est intéressant, mon cher Russ, c'est que Jorge Masvidal et John Jones partagent le même agent. C'est qui, c'est Kawa ? C'est Kawa, exactement. Malki Kawa. Donc, First Round Management. Ouais. Donc, ouais. Probablement que l'UFC négocie avec Malki Kawa. Exactement. Et qu'il y en aura pour un, il y en aura pour pour Malki ou son frère. Enfin bref, mais c'est la même team. Malki. À la prochaine. À la prochaine. Swear.